Ne pas être jugé parti. Mais peut-on juger quelqu'un qui prend parti? Alors, à vous de juger. Salutations à toutes et à tous, bienvenue à bord de la Haute Sphère Cause Monote, l'émission qui prône la vulgarisation et la transmission pour l'élévation. Moi c'est Audrey, enchanté. L'hôte du jour est un entrepreneur de la musique, un vrai. Vous allez comprendre pourquoi en l'observant et surtout en l'entendant. L'hôte du jour c'est Gabi. Salut Gabi, comment vas-tu? Salut, ça va et toi? Ça va, ça va. Ravi de te recevoir ici. Merci de me recevoir. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Moi, je suis Gabi. En fait, je suis dans la musique depuis des années, à pour différentes choses. J'ai commencé moi-même en tant qu'artiste par faire de la musique, par le rap, la production, le chant, etc. Et puis, je suis vite arrivé à monter un label avec un ami avec qui, finalement... qu'on a fermé par la suite et assez rapidement parce que malheureusement en fait l'idée c'était de créer une société et de travailler dans un domaine qui nous plaisait et donc forcément c'était la musique mais quand tu commences et que t'as pas forcément de contact du coup c'est compliqué, mais ça nous a permis en tout cas moi ça m'a permis beaucoup d'évoluer et d'avancer, et ça m'a permis aussi en tant qu'artiste de produire quand même certaines choses et d'avancer, y compris en tant qu'artiste. Et puis, voilà, j'ai commencé à organiser des concerts, parce que justement, je connaissais beaucoup d'artistes. Et puis, on connaît le fait de ne pas avoir de visibilité, et que ce soit difficile d'atterrir en radio ou à la télé, ou même de signer en maison de disques. Donc, du coup, j'ai pensé que le live, c'était une bonne façon d'amener et de présenter les artistes. Du coup, j'ai eu une opportunité et ça a commencé comme ça. Ok, mais juste, on va revenir un peu sur l'étape de ton label. Ça a été créé quand? Ça a été créé en 2001. D'accord. Et le nom? C'était Epilogue. Ok. Un label que personne ne connaît. Hein. C'est aussi simple que ça, mais voilà, c'était ma première société. Première fois que je m'investissais dans un projet comme ça. Et voilà. Mais effectivement, oui, ça fait un moment. Et c'était pour produire quel type d'artiste? Alors, du rap. D'accord. De base, c'était, comment dire, en priorité, c'était de produire des projets comme des compilations, etc. Parce que j'ai toujours aimé rassembler les gens, en fait, autour de projets. Donc, les compilations, c'était vraiment le premier... la première chose que je voulais faire avec le label. Bien sûr, il y avait ce que je faisais moi, musicalement, artistiquement, que je voulais aussi produire. D'accord. Toi, tu faisais du beatmaking, c'est ça? En fait, je faisais du rap, Ok. et je faisais des prods. Et par la suite, du chant. T'en as placé des prods? Alors, j'ai placé des prods. En fait, je faisais partie d'un collectif qui s'appelait Click Rimshot. En fait, avec des artistes comme Django Jack, par exemple, pour ceux qui connaissent, de Factor X à l'époque. Du coup, j'ai une prod sur son album. J'en ai placé d'autres sur d'autres produits qui sont pas forcément connus, d'autres artistes qui sont pas non plus très connus. Voilà, je vais pas te dire que j'ai eu une énorme... Après, moi, en tant qu'artiste, j'ai fait beaucoup de choses. À l'époque, il y avait beaucoup de mixtapes. J'ai fait un peu toutes les mixtapes qui étaient possibles et inimaginables. Les émissions de radio à l'époque de Génération, même au début Skyrock, etc. Donc voilà, moi, ce que j'ai pu faire. Et après, j'ai cessé... j'ai arrêté la musique. En tant qu'artiste? En tant qu'artiste, ouais, j'ai mis ça de côté pour plein de raisons différentes. La vie... Tu veux pas évoquer les raisons? Non, même pas. Ouais, il y a beaucoup de choses. Je sais pas, il y a le fait d'avoir commencé à côté, en parallèle, justement, à organiser des événements. Le fait aussi d'être un peu saoulé des maisons de disques, des rendez-vous, parce que j'avais d'un côté une chance, c'est d'être suivi par les maisons de disques. Malheureusement, ça n'aboutissait pas, parce qu'on sait comment ça se passe. Alors déjà, c'est pas mal d'être suivi par des maisons de disques, parce que ça veut dire que ce que tu fais, ça plaît.
Maintenant, forcément, ils attendent quelque chose de particulier, soit que toi, tu avances de ton côté et que tu arrives à faire certaines choses et que tu commences éventuellement à avoir un buzz ou quoi que ce soit. Des, artistiquement aussi, que tu correspondes vraiment à ce qu'ils cherchent au moment où ils le cherchent, parce que tout est question de ça en fait dans la musique. Hein. Il y a des choses qui peuvent fonctionner un jour qui fonctionneront pas demain, et vice versa. Il y a des artistes qui font la même chose pendant 10 ans et ils signent pas, et au bout de 10 ans ils signent parce que ce qu'ils font depuis 10 ans, c'est ce qu'on cherche au moment donné, quoi. Donc, et puis, à un moment donné, artistiquement, tu te perds parce que justement, quand tu fais des rendez-vous avec des maisons de disques, tu y vas et que la personne, tu sais qu'elle apprécie ce que tu fais, mais que tu fais écouter et qu'il se passe rien derrière, ben, au bout d'un moment, en fait, tu n'arrives plus à te poser la question parce qu'en fait, tu essayes d'aller dans leur sens en pensant que c'est ce qu'ils attendent. Et puis, au bout d'un moment, tu sais plus, en fait, si tu fais ce que tu aimes, si tu fais ce qu'on attend de toi. Et c'est difficile de retrouver, justement, le vrai truc que toi, tu aimes. Et à ce moment-là, plus plein d'autres raisons personnelles et familiales, du coup, j'ai laissé tomber. Ok. Voilà. Et derrière, tu crées pas le label Soulissime? Alors justement, Soulissime, c'est après, ou en parallèle, on va dire. C'est la deuxième société du coup que j'ai montée. Et justement, c'est ce que je disais, je produisais des concerts, donc beaucoup d'artistes sur scène. Comme? Plus des concepts. En fait, je produisais certains artistes sur scène, plus des concepts en fait qui réunissaient plusieurs artistes. Avec des thématiques à chaque fois, choses qui sont peut-être devenues évidentes aujourd'hui, mais par exemple, voilà, un événement avec plusieurs artistes pour les faire découvrir, ou bien des événements avec plusieurs artistes, mais qui viennent chanter des reprises. C'était pas forcément quelque chose qui était fait à l'époque. Et du coup, voilà, j'ai commencé à organiser ces concerts-là. Les artistes, pour ceux qui sont connus, je sais pas, par la suite, après, j'ai produit des artistes pour Gage, pour Ben l'Oncle Soul, pour China, je sais pas si tu connais China, pour Sly Johnson, qui est Cyan. du Cyan. Voilà, pour les, entre guillemets, pour Monsieur Nov. Voilà, ça c'est pour les plus connus, entre guillemets, mais après plein d'autres artistes, justement, puisque le but, c'était vraiment de mettre en avant des artistes et de les faire découvrir, quoi. D'accord. Donc, ce label-là, Soulissime, c'est donc concert et faire découvrir des artistes et composer avec des artistes connus. Et revenons un peu au concert, au concert que tu as pu faire. C'était où précisément? Alors, il y a eu différents endroits, mais en fait, comment dire, j'ai été pendant longtemps à faire des événements réguliers et des concerts réguliers au Bizart, qui était l'ancienne Opus Café, pour ceux qui ont connu Opus Café. Et ensuite, j'ai organisé des événements, enfin des concerts dans différents lieux. Par la suite, le Bataclan. Il y avait une salle avant à Bercy, village. Je sais plus ce qu'il y a aujourd'hui, je crois que c'est une salle de sport. À l'époque, c'était le Club Med World. Et c'était un gros complexe qui appartenait au Club Med, et ils avaient une salle de à peu près 1000 personnes, de concerts. Du coup, là-bas, j'organisais un événement avec une équipe dont je faisais partie, parce que j'étais pas tout seul sur ces événements-là. Et on a organisé 2 éditions, 2 années de suite. Et là, du coup, on réunissait un peu tous les artistes. Donc, on s'est retrouvé avec 25 artistes sur scène. Ah ouais. Ouais, c'était plutôt un assez gros truc, surtout pour l'époque, entre les artistes qui n'étaient pas trop connus et ceux qui étaient un peu plus connus. Donc voilà, et puis dans différentes salles. Ok. Et ça a duré combien de temps? Alors, l'organisation de concerts, ça a duré... en fait, comment dire, comme je te dis, j'avais des événements réguliers au Bizart. Et là, j'ai continué pendant plusieurs années, je sais même pas, jusqu'en 2000... en fait, j'ai fait une petite pause entre deux, parce que j'avais un peu l'impression d'avoir fait le tour avec les artistes, et même personnellement, c'est très compliqué de travailler avec les artistes. Ah, pourquoi?
Bon, il y a énormément de raisons parce qu'en fait, c'est vrai qu'on est dans un domaine où l'humain il compte beaucoup. Ouais. Et comment dire, du coup, ça complique un peu les choses parce que, tu vois, moi je suis empathique, tu vois, et donc je ressens beaucoup les gens, et du coup ça me parasite un petit peu en fait, tu vois, les humeurs de chacun, les difficultés, en fait on rentre vite dans un rapport compliqué, parce que les artistes c'est forcément, quand tu es dans le domaine artistique, il y a une part très importante d'émotion, euh, comment dire, je sais pas comment expliquer ça, mais en fait, tu vois, chacun a ses humeurs. Il y a des périodes aussi, même par exemple, je sais que les artistes se prennent beaucoup la tête eux-mêmes, tu vois, beaucoup d'introspection, tout ça. Et du coup, ça complique un petit peu les choses. Après, il y a aussi l'organisation, parce que c'est pas évident, parce que quand tu es avec, comment dire, quand tu bosses avec des artistes, parfois en direct, c'est-à-dire sans manager, bah du coup, ça complique encore plus les choses, parce que les artistes, eux, sont focus sur leur musique, leur projet, etc. Mais par exemple, en termes d'organisation, c'est pas forcément, tu vois, les plus... comment dire, les plus organisés. Et du coup ça complique tout en fait, tu vois. C'est vrai que quand tu as un intermédiaire, si tu as un producteur ou un agent ou un manager, forcément lui il est là pour faire ça, c'est à dire que par exemple si tu as besoin de quelque chose, que ce soit des photos, c'est des choses bêtes comme ça, hein, mais tu sais, tout ça fait partie de l'organisation d'un événement. À partir de là, tu es obligé de demander pas mal de choses. Et des fois, c'est très compliqué à recevoir. Tu vois, il faut du temps, il faut relancer, ainsi de suite et tout. Et puis ça prend beaucoup d'énergie, en fait. Et du coup, voilà, au bout d'un moment, j'ai arrêté. Mais ceci dit, j'ai fait une pause. Du coup, j'ai repris... j'ai voulu refaire du live. Et j'ai refait un événement au Bizart. Et l'événement lui-même s'est très très bien passé, mais pour des raisons, pour différentes raisons, j'ai préféré partir du Bizarre par la suite. D'accord. Voilà. Qui n'avait rien à voir avec l'artistique, ou avec comment dire. C'est un problème entre toi et... C'est ça. Okay. Et c'est dommage, parce qu'en fait, c'est vrai que ce retour-là, c'était un gros truc. Franchement, là, c'est des soirées où on a 1000, 1200, 1300 personnes. Ouf. Donc, c'est une réussite, mais malheureusement, pour plein de raisons différentes, il a fallu partir. Bah ouais, tu parlais d'humain tout à l'heure, je pense que c'est au niveau de l'humain, peut-être que... Pour se rentrer dans les détails, mais je pense que ça doit on être est ça. sur plein de choses différentes, tu sais, il y a des clubs qui ont des comment on appelle ça, on est dans un certain domaine, avec une certaine culture, avec un certain public, et qui ne plaît pas forcément ouais, je vois ce que à certains. Et à force d'entendre des réflexions, ouais. À un moment donné, tu peux pas accepter ça, en fait. Tu peux pas faire semblant. Voilà. Donc, quand c'est comme ça, tu pars. Tu sais, quand tu ramènes du monde et que, en gros, les gens, ils sont pas forcément les bienvenus, entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils le sont parce qu'effectivement, ça fait du monde, ça fait de l'argent et tout ça, mais que, au fond, tu sais que c'est pas, comment dire, ce que les gens attendent. Et ben, le public, comme moi, je le respecte, en tout cas, et les artistes, bah, je préfère ne partir et ne plus les emmener dans cet endroit. Voilà. Je comprends c'est tout. Une explication un peu vague, mais non, c'est la raison. Elle est très claire, t'inquiète pas. Il y en a d'autres, hein, mais derrière aussi des raisons, mais ceci dit, celle-ci, c'était vraiment la goutte d'eau, en fait, qui a fait déborder le vase. Non, mais elle est très claire, ton explication, t'inquiète. Et tu parlais de ton rapport avec les artistes difficiles, etc. Aujourd'hui, quel est ton rapport avec les artistes ? Très franchement, aujourd'hui, j'ai plus vraiment... Alors, à part ceux que je connais, hein, bien sûr, et encore, avec ceux avec qui j'ai gardé contact, je sais pas que je n'ai pas contact avec... ou que je me sois fâché avec des gens, puisque c'est pas du tout dans mes habitudes, mais c'est juste qu'effectivement, voilà, chacun a évolué, a fait sa vie. Mais sinon, personnellement, j'ai toujours des fois des envies de refaire des choses, mais...
Mais il y a des petites choses qui me rappellent un Je peu te rappelle, ouais. et qui me freinent. Parce que la musique, c'est toute ma vie. Sans donner de nom, est-ce que tu as une anecdote particulière Sûr. sur justement un artiste qui a pu te, justement, pas dire dégoûter, mais en gros t'indiquer que c'était pas le chemin à suivre. Alors, tu m'as dit sans donner de nom, mais tu m'as dit est-ce qu'il y a un artiste donc Ou deux. Non, je plaisante. Mais oui, il y a des choses effectivement qui font que, comment dire, en fait, à un moment donné, même si tu as envie, tu es saoulé, forcément, et ça peut se passer avec certains artistes, certaines situations, et du coup, ça te refroidit encore plus, même quand tu as envie. Là, aujourd'hui, c'est des choses qui datent, mais même aujourd'hui, en fait, le problème que j'ai, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avant de commencer, c'est que, en fait, artistiquement et musicalement, ce que j'aime n'est pas en adéquation avec ce qui se passe en France musicalement et artistiquement. Mhm. C'est pas forcément ma culture, puisqu'on en parlait. Je suis très culture américaine, afro-américaine musicalement, commencé par le rap, mais aussi la soul, le R&B. Et du coup, j'ai du mal à retrouver ça en France. Ça m'arrive. Et notamment, c'est aussi pour ça, d'ailleurs, quand je parlais de concert, tu vois, autant je suis dans le rap à la base que finalement, ce qui m'a le plus attiré, c'est la soul et le R&B. Donc, j'ai quand même rencontré quelques artistes qui étaient dans cet univers musical et qui me plaisaient aussi artistiquement et vocalement. Donc, ça a été possible. Mais j'ai l'impression que c'est de plus en plus difficile actuellement, pour moi, hein, justement, par rapport à ce qui se fait et ce qui fonctionne. Et du coup, voilà, je n'ai pas envie d'être à contre-courant quand on sait que c'est surtout que c'est difficile et puis que de toute façon, voilà, comment dire, ça peut être bien d'être à contre-courant artistiquement, mais déjà c'est difficile en l'occurrence de trouver les artistes qui le sont. Et même si tu trouves, après c'est encore plus difficile de les faire, de pouvoir les mettre en avant, que ce soit toujours à la télé, à la radio. Bon, après forcément, maintenant c'est différent, il y a les réseaux sociaux, il y a le streaming, il y a tout ça. Donc il y a une possibilité à ce niveau-là. Mais j'ai quand même du mal. Artistiquement, pour l'instant, j'ai pas découvert et rencontré un seul artiste qui corresponde à ce que j'aime ou à ce que j'ai envie, à la rigueur, si je devais produire quelque chose ou retravailler avec un artiste que j'ai envie de faire. Tu scrutes quand même ce qui se fait? Oui, j'écoute, je regarde ce qui tourne. Comment dire, je vois beaucoup de monde, donc en fait, on me parle toujours de différents artistes, etc. Donc quand on me parle d'un artiste, par exemple, que je connais pas, je vais écouter, hein, même si on sait jamais, tu vois. Mhm. Mais si jamais tu tombes sur un coup de cœur, qu'est-ce qui se passe? Là, aujourd'hui, je te dis franchement, je ne sais pas. Parce que concrètement, j'ai du mal à m'imaginer retravailler avec un artiste, développer sur du long terme. Parce que c'est bizarre ce que je vais dire, mais j'ai plus de long terme en termes de projet. Tu vois, là aujourd'hui, justement, ça fait partie des choses que quand je te parlais de pérenniser, c'est-à-dire aussi que et même de développer d'autres choses, c'est-à-dire que effectivement, est-ce qu'on rentre dans la discussion des étapes de tout ce qu'il y a eu entre temps, le Covid, etc. Tu veux qu'on en parle maintenant? Allons-y. Parce que ça rentre en compte dans ce que je suis en train de t'expliquer. Allons-y. En fait, c'est vrai que le fait d'être dans un milieu artistique et d'aimer la musique, que ce soit une passion, ça fait que tu fais les choses par passion en premier, tu vois. Et quand tu fais les choses par passion, tu ne penses pas forcément à tout. Ça veut dire que tu avances d'un projet à l'autre juste parce que tu as une idée, parce que tu as une envie, etc. Et en fait, quand il arrive des situations, en ce qui me concerne, par exemple, comme avant le Covid, c'est-à-dire même des périodes, on est dans l'événementiel, le fait d'organiser des soirées, des événements, etc. En fait, tu es tributaire de ce qui se passe, et notamment, par exemple, quand il y a des périodes où il y a des manifestations, quand il y a des périodes où le climat social n'est pas bon, des périodes où, comment dire, même il y a eu les gilets jaunes, etc.
Là, ça a été très compliqué, et notamment, par exemple, quand je suis parti du Bizarre, j'ai atterri sur un lieu où j'avais eu la possibilité, en plus, d'avoir tous les vendredis, et du coup, de me faire plaisir à refaire Back to Basic, la soirée que je fais depuis des années, et d'autres événements. Euh, mais le fait est que, du coup, il y a eu des périodes très compliquées, comme en hiver. Déjà parce que c'était sur les quais de Seine, et que du coup, c'est pas forcément le lieu. En plus, c'est à Invalides. Tu vois, c'est pas un quartier très populaire. Donc, c'est pas le lieu où tout le monde va. Donc, ça a été plus facile au printemps et en été de ramener du monde là-bas. En hiver, ça a été un petit peu plus difficile, même si il y a toujours eu quand même du monde. Mais, comment dire, ça a fait que cette période-là était un peu compliquée. Et j'attendais effectivement le printemps et l'été que ça reparte. Et notamment financièrement, parce qu'en fait, quand tu as un lieu comme ça et que tu dois assumer tous les vendredis, que tu n'as pas le choix, que ça fait partie du contrat, et que c'est un peu compliqué, c'est pas grave, parce que tu te dis que tu vas te rattraper après. Malheureusement, le lieu a été revendu, ce que je t'ai expliqué tout à l'heure, du jour au lendemain, sans que je le sache. Alors, du jour au lendemain, pour moi, hein, bien sûr, ça a été prévu à l'avance, mais je ne le savais pas, et donc je me suis retrouvé comme ça, du jour au lendemain, sans lieu pour organiser les événements. Euh, Avec du public, parce que les soirées avaient quand même leur public. Même quand je dis que c'était plus compliqué en hiver, c'est vrai, mais quand tu fais quand même, même dans des périodes difficiles où tu as 400 personnes, c'est pas une soirée qui n'existe pas. C'est beaucoup plus après, et c'était beaucoup plus même un petit peu avant de partir là-bas. Mais ceci étant dit, du coup, je me suis retrouvé sans rien du jour au lendemain. En plus, c'est très, très difficile de trouver des lieux parce que finalement, aujourd'hui peut-être moins, mais comment dire, ça a commencé à, si tu veux, en fait, avant, les soirées comme je faisais, soirée hip-hop, etc., c'était beaucoup plus ponctuel, c'est-à-dire que tu avais une soirée une fois par mois ou un truc comme ça. Là, maintenant, ça s'était vachement démocratisé, entre guillemets, parce que finalement, c'est pas forcément la même musique qu'on passe, mais aujourd'hui, tu vas dans des endroits, on te dit une soirée hip-hop, alors qu'en fait, on te passe, comment dire, on va te passer du rap français, on va même te passer des trucs qui sont presque un peu pop, on va te passer un peu de musique afro, on va te passer plein de trucs qui n'ont rien à voir, tu vois. Euh, Comment dire, mais maintenant, ce sont des soirées qui sont entre guillemets généralistes. C'est un peu devenu le généraliste, tu vois. Mais pour autant, c'est pas forcément la même musique qu'on passait nous. Mais comment dire, du coup, là, à ce moment-là, il y a eu comment dire, beaucoup d'établissements en fait qui ont fait des soirées le vendredi, le samedi, tous les vendredis, tous les samedis, les mêmes soirées qui se disaient hip-hop, etc., qui étaient plutôt généralistes. Mais voilà. Donc, à partir de ce moment-là, c'était difficile de trouver une place pour la soirée. Du coup, j'ai dû louer parce que c'est plus facile en louant, puisque forcément, il y a moins de lieux qui sont pris, parce que la plupart des... Il faut savoir, juste pour expliquer, que en gros, en général, les organisateurs font des coproductions avec les lieux, ce qui veut dire qu'en fait, l'organisateur ramène du monde, ramène le concept et tout ça, et puis ensuite, il y a un pourcentage comment dire, qui est réparti. Plus ou moins en fonction du deal qui est fait, très bien que tu expliques en ça. fonction des gens. Donc c'est beaucoup comme ça. Et après, par contre, il y a aussi des organisateurs qui produisent les événements complètement. Donc ils prennent un lieu qu'ils louent, avec lequel ils remplissent avec leur staff, etc. Donc en fait, ils prennent tout en charge. Mais du coup aussi, voilà, c'est autant de risques que de bénéfices derrière. Donc je l'ai fait justement pour trouver un lieu. Malheureusement, comment dire, ça a fonctionné, mais c'était pas forcément, en tout cas à ce moment-là, la formule qui me convenait. Pourquoi Parce que financièrement, c'était trop aléatoire en fait. Parce que si tu prends un lieu et que tu l'as tout le temps, aujourd'hui c'est différent. Aujourd'hui, je te dirais quelque chose de complètement différent. Mais à cette époque-là, en tout cas, étant donné le changement, tu vois, de lieu, deux changements en peu de temps, c'est toujours très compliqué en fait pour le public de suivre, tu vois. En plus, il faut savoir qu'à ce moment-là, justement, par rapport aux réseaux sociaux, j'avais très peu fait la transition sur les réseaux. Pourquoi ? Parce que, comment dire, parce que en fait, l'événement que j'avais à l'époque au Bizart, Back to Basic en l'occurrence par exemple, ou Soulissime pour les concerts, en fait,
déjà, je communiquais sur Soulissime. Et ensuite, c'était un événement récurrent. C'était une fois par mois, le dernier samedi du mois. Ce qui fait qu'en fait, les gens, en fait, ils y allaient les yeux fermés. Ils ne suivaient pas forcément sur les réseaux sociaux. En tout cas, moins. Et du coup, à partir de ce moment-là, ça a été compliqué, en fait, entre le fait de changer de lieu, donc pour dire aux gens qu'on était ailleurs, etc. Donc finalement, je faisais les événements. Bon, on avait quand même 800 personnes, 700 personnes, 800 personnes, mais finalement, financièrement, c'était pas assez stable pour moi. En plus, comme je disais, on est tributaire de ce qui se passe. Donc, il suffit qu'il y ait une date, tu vois, où tu te plantes, parce que ça arrive. Hein. C'est pas le fait que les gens viennent plus à la soirée, c'est juste que ce jour-là, il peut y avoir... il y a des choses qui rentrent en compte. Il y a la pluie, le froid. C'est des périodes où les gens, d'un seul coup, ils sortent moins, tu vois. Donc, voilà, ça me convenait pas. Et puis, ensuite, en fait, il y a eu la période Covid. Donc là, autant dire que tout était à l'arrêt. Et en fait, du coup, finalement, en sortant de ça, pendant toute cette période, en fait, ça m'a permis de réfléchir. On a eu du temps pour réfléchir. Beaucoup. Donc voilà, j'ai commencé à réfléchir complètement différemment, à voir les choses un petit peu différemment, et justement à me dire qu'il fallait, penser aussi, comme je suis entrepreneur, à voir sur le long terme. En fait, quand tu crées un truc, un événement, quelque chose, de pas juste te dire je vais le faire, en fait. Il faut prévoir les choses sur plusieurs années. La façon dont ça doit évoluer, tu vois, que ce soit en termes de finances, que ce soit en termes d'affluence, ce que tu veux en faire, les événements que tu vas vouloir faire en parallèle ensuite. Tu vois, il y a tout ça qu'il faut prendre en compte. Le fait de travailler une marque, c'est-à-dire travailler ton événement comme une marque et pas seulement comme un événement. Il y a plein de choses comme ça auxquelles j'ai beaucoup réfléchi et du coup que je mets en pratique aujourd'hui. Donc quand je te parlais tout à l'heure aussi de pas être sur le long terme aujourd'hui par rapport à mes projets, c'est parce que, là j'essaye de mettre en place des choses en parallèle des événements qui vont se faire sur les années à venir, mais qui vont pouvoir durer dans le temps. Alors c'est un peu contradictoire avec ce que je te dis, hein, sur le long terme, mais en même temps je te dis de durer dans le temps. La seule chose, c'est qu'aujourd'hui j'essaie de travailler pour faire en sorte que demain je n'ai plus besoin de travailler pour gagner un salaire. Alors je te parle pas de rente, je te parle juste du fait que en gros j'ai suffisamment de choses qui soient mises en place pour que je puisse faire ce que j'ai envie de faire juste parce que j'ai envie. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en fait, rejoindre finalement juste le côté kiff, tu vois, et de me dire ça, j'ai envie de le faire, je le fais. À côté de ça, j'ai des choses qui fonctionnent et qui font que financièrement, je suis tranquille. Ce dont tu parlais au début déjà, quand tu disais l'amour de la musique que tu faisais par passion. C'est ça. On revient à la passion. Mais en fait, du coup, après, effectivement, en fait, c'est finalement faire en sorte de pouvoir être tranquille financièrement. Pour autant, là, on parle pas non plus de, tu vois, si je deviens millionnaire, tant mieux. Maintenant, je pense pas du tout à ça parce que j'en suis loin. Mais par contre, au moins, ne plus être préoccupé par... comment dire, ou ne plus en tout cas faire ce que je fais pour gagner de l'argent pour vivre. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que mettre en place suffisamment de choses, donc différents projets, différentes entreprises qui permettent en fait finalement d'avoir de l'argent, mais sans en n'ayant plus besoin forcément d'y réfléchir, en se disant, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, tu vois, quand tu fais une seule chose, en fait, tu es complètement investi dessus et que tout ce que tu gagnes, ça dépend de ce que tu fournis comme travail et de ce que tu arrives à faire, en fait, tu vois. Et je veux arriver à ne plus en être à ce stade-là. C'est vraiment le but. Et que du coup, demain, je puisse juste me dire, j'ai envie de faire ça, parce que c'est un kiff, tu vois, même si ça va pas me rapporter d'argent, juste parce que j'ai envie de le faire. Chose que j'ai fait longtemps, mais sans prévoir à côté, en fait. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est comme ça que je vois les choses. En tout cas. Multiplier les projets pour justement avoir l'assurance financière, c'est ça. Mais en même temps, derrière, pouvoir, grâce à cette assurance, pouvoir faire ce que tu aimes en parallèle. Exactement, ouais, c'est ça. Parce que sinon, tu vois, je te disais tout à l'heure, effectivement, un jour, on m'a dit qu'il fallait choisir, qu'un jour, je devrais choisir entre l'artistique et le business, tu vois.
Et c'est pas faux. Parce qu'en fait, comme je te dis, tu vois, un équilibre, c'est toujours très compliqué. Parce que, en fait, si tu veux vraiment faire ce que tu veux artistiquement, ça veut dire que tu peux aller aussi contre ce qui fonctionne, ce qui marche le plus, etc. Parce que c'est pas le but. Le but, c'est de faire ce que tu as envie de faire, tu vois. Et du coup, faire ça, c'est toujours plus compliqué. C'est comme un artiste qui veut pas aller vers ce qui marche et qui veut rester dans son univers. Ben, il a plus de chances pour lui que ce soit difficile. Et que même s'il fonctionne, s'il a un public, il va être peut-être une niche, tu vois. Et du coup, ben, peut-être il va réussir à en vivre, mais pas à en vivre suffisamment pour... c'est aussi la vie, tu sais, à un moment donné, il faut prévoir le futur, tu vois. Exactement. Quand tu vieillis, quand faut prévoir ça. On n'y pense pas souvent quand on est plus jeune. Mais après, avec le temps, et y compris quand tu vois, quand tu entreprends et tout, c'est quelque chose auquel il faut penser, parce que sinon tu t'arrêtes jamais en fait de travailler, tu vois. Parce que les retraites, c'est loin, et c'est vrai que pour des gens qui travaillent toute leur vie, forcément, en plus avec ce qui se passe et le fait de repousser ça et tout, après, c'est une façon de penser. Moi, c'est pas celle-là que j'ai, mais par contre, effectivement, si je prévois pas et que je fais pas en sorte que plus tard, je sois à l'abri financièrement, au moins, je parle même ne serait-ce que d'être tranquille. Mais comme je suis entrepreneur et comme ce que je fais dépend, enfin, ce que je gagne dépend de ce que je fais, ben en fait, à un moment donné, je pourrais jamais m'arrêter. Ouais, exact. Tu vois. Donc le but, c'est vraiment d'assurer ce côté-là, et que d'un autre côté, bah, je sais que par contre, si je fais pas des choses que j'aime, je vais mourir tout simplement. Tu vois, personnellement, humainement, voilà, c'est normal. Surtout quand tu vis comme ça, quoi, tu vois. Vraiment avec toujours la passion, le fait de... Je suis toujours en train de réfléchir, avoir des idées, tout ça, tu vois. Et si je peux pas faire ça plus tard, je vais pas pouvoir... Enfin, voilà, je vais être dans mon coin et je vais ruminer et je vais être triste, et tu vois ce que je veux dire. Donc, j'essaie aujourd'hui de m'assurer cette tranquillité pour pouvoir demain juste faire les choses que j'ai envie de faire. Je vois. Gabi, je vais te proposer un petit jeu. Donc, j'appelle ça jeu des casquettes. Tu vas te mettre dans la peau de certains acteurs de la musique et tu vas me dire, tu vas me donner un nom et pourquoi ce nom-là. On y va ? Alors, vas-y, je t'écoute. Alors, si tu devais acheter le catalogue d'un artiste, ce serait quel catalogue ? Enfin, le catalogue de quel artiste et pourquoi ? Alors, on parle de n'importe quel artiste. N'importe quel artiste. Mort, vivant. Et tu parles d'édition ? Ouais. D'accord. Catalogue éditorial. Alors, comme ça, j'avoue que je ne sais pas. Spontanément. Peut-être qu'après, tu diras, ouais, j'aurais pu dire ça, mais de manière spontanée. En fait, c'est marrant parce que quand tu m'as dit ça, j'ai pensé à un artiste. C'était Nas, en fait. Ok, allons-y. Nas, pourquoi ? Parce que j'ai même pas pensé, tu vois, au côté financier, par exemple, parce que c'est vrai que en général, tu te dis, quand tu vois en plus comment certains artistes revendent leurs éditions, leur catalogue à des prix. Mais Nas, pourquoi ? Parce que pour la culture, en fait. Parce qu'il représente, comment dire, pour moi, qui suis fan de hip-hop, tu vois, c'est vrai que, et fan de rap en particulier, c'est vrai que c'est un artiste qui reflète, non seulement c'est un artiste que j'aime beaucoup, mais en plus c'est un artiste, il y en a d'autres, hein, mais c'est un artiste qui reflète beaucoup la culture hip-hop, et qui continue aujourd'hui de faire de la musique, sans changer, et qui continue de marcher. Parce qu'il y a ça aussi, tu vois. C'est vrai qu'en fait, on est beaucoup en France à dire, oui, old school, machin, tout ça. Mais en fait, les Américains, ils en ont un peu rien à foutre de ça. Eux, ils voient pas les choses de cette façon, puisque, en fait, c'est juste que, voilà, par exemple, on parle de trap, etc., ou de ce genre de musique. Mais aux États-Unis, ça a toujours été. Tu vois, il y a eu des périodes où, comment dire, New York, c'était plus à la mode. Après, c'était LA. Après, c'était Atlanta, ainsi de suite. La trap est née de ça. Il y avait Dirty South, tu vois. Il y a des périodes, en fait, tu vois. T'as eu les Neptunes. Donc, c'est vrai que la trappe dure depuis un bon moment, faut reconnaître.
Mais ça reste un courant, en fait, du rap en général. Et donc, mais c'est pas pour autant que le reste s'est arrêté. Chose que beaucoup de gens ont tendance à penser. Du coup, en fait, ces artistes-là, ils ont continué et ils continuent de faire de la musique. Et il y a même de nouveaux artistes qui continuent de faire des choses plus dans ce style-là. On dit boom bap aujourd'hui, mais voilà, c'est plus. T'as toujours des artistes dans ce domaine. Et Nas, du coup, voilà, pour la carrière qu'il a, ce qu'il représente, la culture, pour moi, c'est important. Et du coup, ouais, Nas, c'est le premier artiste qui m'est venu à l'idée. Après, Voilà, il faut être spontané, c'est ça. Il faut être spontané, il ne faut pas trop réfléchir parce que sinon, il y a trop d'artistes qui viennent. Si, tout à l'heure, tu as dit que tu as été beatmaker. Si tu devais composer un morceau, ce serait lequel et pourquoi? Alors, en fait, il y en aurait plusieurs. Moi, j'aime beaucoup DJ Premier. Bon, ça parlera peut-être moins aux gens maintenant. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup. C'est un de mes beatmakers préférés. Et en l'occurrence, il y a certaines prods qui m'ont vraiment marqué. Et il y en a une notamment qui est Invincible de CNN, Capone Noriega. Je sais pas si tu vois c'est quel morceau. Et ça, c'est vraiment une prod qui m'a marqué. Donc, artistiquement, ce serait ça. Vraiment, parce que quand le morceau est sorti, ça m'a mis une claque. Et moi qui suis fan de DJ Premier, ben, forcément. Donc, tu aurais voulu composer ce morceau. Ça aurait été vraiment. Et pourtant, voilà, c'est pas le morceau mainstream par excellence qui a très bien marché. Hein. Je t'en donnerais d'autres si c'était juste mainstream. Tu vois. Si tu devais assister à une séance studio d'un morceau, ce serait quel morceau, pourquoi? Brooklyn Zoo. De ODB. Ok, pourquoi? Parce que pour le personnage déjà. Et parce que le morceau est extraordinaire et le flow qu'il a dedans, je crois que c'est un des meilleurs morceaux de. T'aurais voulu être là dans la séance studio quand il l'a enregistré? Ouais, franchement, ouais. Ouais, c'est un artiste. Après, tu vois, c'est vraiment. Bon, c'est plus des trucs old school et c'est vraiment des trucs qui sont pas forcément. Même si Brooklyn Zoo a très bien marché, hein, ça c'est sûr. Mais c'est sûr que c'est pas les morceaux les plus mainstream, mais je te dis ça parce que c'est vraiment les morceaux que je préfère. Il y a éventuellement 2 morceaux de rap que je préfère parmi tous les titres qui puissent exister, c'est ceux-là. C'est ces deux-là, et en l'occurrence, bah, quand tu m'as parlé, soit pour la prod, soit pour le morceau en lui-même et la session en studio, moi, ce serait celui-là. Si tu devais assister à un live, un artiste mort ou vivant, ce serait quel live et pourquoi? Comme ça, je saurais pas te dire. Même spontanément, parce que je sais pas, il y a comment dire. Je sais pas. Autant les autres, j'avais une réponse tout de suite, tu vois. J'ai un peu. Ouais, Artiste mort ou vivant, il y en a pas un. Tu dis ouais, j'aurais voulu assister à son concert. Ouais, je vais te dire Michael Jackson, forcément. C'est la réponse qui revient tout le temps. Bah, c'est vrai, parce que sinon, bah, il y a beaucoup d'artistes que tu peux voir ou que tu vois encore aujourd'hui. Et après, des artistes qui ont, comment dire, justement, qu'on ce show-là. Je sais pas, parce que les autres, on les voit, tu vois. Mais pourquoi Michael? C'est une question bête, mais il faut que je la pose quand même. Michael, parce que c'est, comment dire, c'est une vraie référence pour moi. Ça représente une part. Là, je vais griller mon. Ah non! Non, je plaisante. Mais du coup, qu'est-ce que je vais dire non, en fait, comment dire, Michael Jackson, parce que forcément, bah déjà, c'est le précurseur de tout ce qui se fait aujourd'hui. C'est-à-dire que tous les artistes que tu vois aujourd'hui sur scène, peu importe les shows qu'ils font, les idées même, en fait, c'est même au niveau des clips. Il faut savoir que voilà, c'est le précurseur de tout ce qui a suivi derrière. Que tous les artistes aujourd'hui, y a le côté danse, les chorégraphies, les choses, tout ça, c'est lui, en grande partie en tout cas.
Et du coup, forcément, ben, moi, j'ai pas eu cette chance. Ah, ouais. Donc effectivement, ouais, bah oui, quitte à choisir, autant voir un artiste que tu n'aurais pas pu voir. Donc effectivement, oui, ça aurait été lui. Ok. Après, en fait, quand tu m'as demandé, la première réponse, c'était ça. Mais je me suis dit, peut-être essayer de trouver un truc peut-être plus récent ou quoi que ce soit. Mais en fait, c'est vrai que, voilà, concrètement, ça serait lui. Et même pour tout le reste, parce qu'en tant que producteur même de concerts et tout ça, Bah oui. c'est vrai qu'un show... Il y en a plein, hein, les artistes. T'as Beyoncé, hein, qui fait aussi des shows énormes aujourd'hui, tu vois. Mais forcément, musicalement, je suis plus Michael que Beyoncé. Ok, de dernier, si tu devais être l'interprète d'un morceau, ce serait lequel et pourquoi? Alors, si je devais être interprète d'un morceau... Quel morceau, de quel C'est artiste marrant, en et fait, pourquoi? parce que ça, en fait, ça rejoint... par exemple, mon morceau préféré, R&B en l'occurrence, Soul R&B, c'est un morceau d'un groupe qui s'appelle Shy, Mhm. c'est un groupe de R&B, qui s'appelle If I Ever Fall in Love. Et il y a une version a cappella qui est juste extraordinaire. Et c'est le morceau que j'écoute depuis des années et que je peux écouter encore aujourd'hui, tu vois. Et du coup, ça serait celui-là. Parce Ok. qu'il y a vraiment... Il y a ça, où il y a un artiste aussi que j'aime beaucoup, qui n'est pas du tout de mon époque, mais qui s'appelle Aaron Neville, qui est un artiste soul, et qui a aussi des titres qui sont... il y a un morceau... Ah, on remarque qu'il y en a... Après, il y a d'autres artistes que j'aime bien, mais... Ouais, non, je te dirais celui-là, parce que c'est vraiment le morceau que je préfère. D'accord. De tout temps, quoi. Même d'aujourd'hui, il y a des morceaux que j'aime beaucoup, hein, mais c'est vrai que voilà, ça, c'est un titre qui me plaît beaucoup. Dernière question du jeu. Si tu devais choisir la pochette d'un album, ce serait quelle pochette et pourquoi? La pochette d'un album. C'est dur, hein? C'est pas évident parce que j'essaie de visualiser. voir. Et c'est vrai qu'en fait, le truc aussi, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, ça se trouve, il y aurait des pochettes qui me plairaient. Mais tu sais qu'en plus de formation, je suis graphiste. Ah! D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai eu l'opportunité d'organiser des concerts, en fait. D'accord. Parce que comment dire, je faisais des flyers et des visuels. Je fais des pochettes CD pour des albums aussi. Et du coup, c'est marrant que tu me Lesquels? parles. En fait, ça rejoint... comment? Quel album? Oh, c'est beaucoup de groupes pas très Ok. connus. Et après, beaucoup de flyers, autre chose comme ça, parce que, bon, pour les soirées, pour d'autres choses. Et du coup, c'est un gars pour qui je faisais des flyers qui m'avait proposé d'organiser des concerts. Mais du coup, c'est marrant parce que ça rejoint la question. Mais j'ai pas forcément de réponse. Je vais te redire la même chose, j'ai pas de réponse, mais il faut que j'en trouve une. Écoute, je suis embêté. T'as pas d'idée? Y a pas une pochette comme ça qui t'a marqué et tu te dis, ouais, c'est celle-là? Faut être spontané. Plus qu'une pochette, c'est le Wu-Tang, en fait. Donc, le premier album. Ok. Pourquoi? Parce que leur univers, il est fou, tu vois. C'est eux aussi qui ont emmené un vrai truc, c'est-à-dire le branding. Hein. Il y a eu ça avant sur d'autres choses, mais eux, ils ont vraiment emmené ça avec le logo Wu-Tang et tout ce qu'ils ont décliné par la suite, quoi. Et parce que leur univers, c'est vraiment, tu vois, le côté arts martiaux, tout ça, le logo au-dessus, l'univers un peu... même quand tu vois la pochette avec les mecs en capuche, avec un espèce de masque sur leur visage et tout ça. Donc, c'est un truc, moi, qui m'a marqué. En tout cas, ça m'avait vraiment, vraiment marqué. donc Wu-Tang, premier album. Ouais, je pense. Okay. C'est le truc... et comme je te dis, voilà, vu qu'on parle de graphisme, en l'occurrence, pochette ou pas, c'est vrai que moi, ça m'a beaucoup influencé sur ce que j'ai fait par la suite. C'est-à-dire que j'ai toujours vu... il me fallait un logo... qu'on puisse reconnaître
qui accroche et que je puisse utiliser à toutes les sauces. Ouais, identité visuelle forte. Voilà. Et du coup, c'est ce que je fais aujourd'hui, hein, d'ailleurs. Ah, tu fais encore des logos? Non, j'ai fait le logo Back to Basic, mais c'est comme ça que j'ai vu ce logo-là. J'ai beaucoup réfléchi et de pouvoir le décliner ensuite. D'ailleurs, on fait du merchandising et tout ça avec. Et du coup, ça, plus les visuels sur l'Instagram, je sais pas si tu as vu. D'ailleurs, le concept justement des visuels, ça tourne autour des. C'est le concept des mixtapes en fait. Oui. Ouais, C'est ça le concept. Moi, je voulais faire quelque chose d'original qui se fait pas du tout dans les soirées. Et du coup, c'est moi qui faisais à la base, qui a un peu qui a instauré ce concept-là. Et après, j'ai cherché longuement parce que je ne pouvais plus continuer à faire à chaque fois les visuels. Je peux pas, j'avais d'autres choses qu'il fallait que je fasse et que je pouvais pas continuer à faire les visuels. Et du coup, j'ai cherché longuement un graphiste et j'ai réussi à trouver un mec qui fait exactement ça. Donc voilà, c'est pour ça. Mais c'est vrai que voilà, c'est comme ça que je vois les choses. Et du coup, je suis resté même, tu vois, pour les visuels de soirée, finalement, dans le concept un peu pochette d'album, pochette de mixtape. Ouais, effectivement, c'est vrai. En fait. C'est vrai. Donc, ton choix s'arrête sur le premier album du Wu-Tang. Ouais, je pense. Ok. Bah, merci d'avoir participé au jeu. Justement, on va parler de la fameuse soirée Back to Basics. Ça t'est venu comment, en fait, l'idée de cette soirée-là, ce nom et le concept donc, de hip-hop soul, plutôt, je ne vais pas dire rétro, mais tout à l'heure on parlait d'old school, etc., mais tout ce qui est années 90-2000. Comment... Bah écoute, c'est simple, en fait, comment dire, quand je faisais les concerts, je voulais faire une soirée qui ressemble aux soirées moi, dans lesquelles j'allais avant. Donc musicalement aussi. Et du coup, c'est parti de là. Et en fait, mais par contre, il faut savoir que c'est vrai que ça a commencé en 2006. Et du coup, en 2006, on passait aussi du son de 2006. C'est ce que j'explique à chaque fois, parce qu'en fait, on dit que c'est une soirée old school. Mais à ce moment-là, en fait, c'est vrai qu'il y avait toute une partie années 90 et tout, donc c'était effectivement plus old school parce que ça se faisait plus. 2006, c'est Neo. Oui, en 2006, il y a encore plein de trucs, mais c'est parce que justement, c'est un peu, on était encore dans cette ère, tu vois, quand on dit Golden Era du hip-hop, c'est ça, fin 90, début 2000, c'est cette période-là, tu vois. Et du coup, comment dire, voilà, l'idée c'était ça, avec aussi de la musique afro et de la dancehall. Pourquoi ? Parce que moi, effectivement, j'allais dans ce genre d'événement où tu avais autant du hip-hop que de l'afro, coupé, décalé, dombolo. Tu avais, comment dire, de la dancehall, du zouk, musique caribéenne, tu vois. Donc c'était ça. Voilà, l'idée de base, c'est venu comme ça. Et Back to Basic, parce que, écoute, justement, c'était l'idée d'avoir, en fait, c'était tous les classiques hip-hop, R&B, afro et dancehall. En fait, c'est ça, la base. Ok. Mais justement, tout à l'heure, tu parlais de concerts. T'as fait venir des artistes américains aussi? Alors, il y a eu quelques artistes américains. Après, c'est des artistes de niche. Il y a, comment dire, un artiste qui s'appelle PJ Morton qui continue de venir. Il y a qui on a fait qui continue de venir à Paris, ouais, okay, il continue de faire des concerts. Mais moi, j'ai comment dire, j'ai eu la chance de faire un des premiers concerts qu'il a fait sur Paris. Après, qui on a en fait, le truc, c'est que quand j'ai fait ces concerts à cette époque-là, il y avait tout un tas d'artistes et il y avait MySpace. Et il y avait tout un tas d'artistes qui, comment dire, qui avaient une certaine hype. C'était un public de niche, mais qui était... donc c'était très soul, néo-soul, on disait, tu vois. Et comment dire, et du coup, on était beaucoup en contact avec ces artistes-là, à ce moment-là. Et on a fait venir, on les a fait venir. Mais du coup, je t'ai parlé de PJ Morton, qui est un musicien de Stevie Wonder à la base. Il y a, comment dire,
Après, il y a d'autres artistes, mais je pense que les gens vont peu connaître. Il n'y a pas Tidra Moses. Ah si, il y a eu Tidra. Hein. Ouais. Si, c'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a eu Tidra. Mais c'est pareil, après, tout le monde ne connaît pas, parce que Tidra a un gros classique que certains connaissent, mais c'est vrai que de manière générale, c'est pas le plus connu. C'est public de niche, ouais, effectivement. Ouais. En tout cas, pour tous ceux, après, tous ceux qui ont connu cette période R&B de l'époque ont connu ce titre qui est un gros classique. Mais sinon, en dehors de ça... Mais ouais, Tidra, c'est vraiment... Ça a été très cool aussi. Il y a eu une artiste qui s'appelle Sy Smith, je sais pas si ça te parle, mais c'est pareil, c'est ce que je te dis. Ça, c'est vraiment... Pour le coup, autant Tidra Moses a eu comme elle a été dans une ère où elle a bien marché, tu vois, notamment avec un morceau à l'époque. Mais par exemple, Sy Smith, il y a eu un producteur qui s'appelait Zo aussi. Il y a eu... qu'est-ce qu'on a fait, en fait il y avait un groupe qui s'appelait Low Budget, qui était un collectif, en fait, avec plusieurs rappeurs. Mais justement, c'est ça, c'était vraiment... En fait, il y avait, tous ces artistes qui étaient... comment on dit? Attends, j'ai perdu le terme. Qui faisait une musique qui ressemblait à la musique 90s, tu vois. Et du coup, en fait, c'est vrai que c'était plus mon créneau. Et notamment les artistes, même en France, c'est pour ça que j'étais plus tourné vers la soul et le R&B. Il y a eu un Kondo aussi, je sais pas si tu oui, Kondo de la Clica, qui continue à faire de la musique, avec qui on a fait un concert aussi. Mais pour les artistes américains, ouais, il y a eu ces artistes-là, Tidra Moses, c'est vrai. Il y a eu qui... Ah si, j'ai bossé sur un concert d'Eric Bennett à l'Olympia. Oui, si, pour le coup, Eric Bennett est connu quand même. Je sais même plus. Ouais, c'est déjà. En vrai, j'ai fait tellement de trucs que je me rappelle pas. C'est déjà pas mal. On va revenir sur Back to Basics. Donc, tu mets en place ça de partir de 2006, c'est ça? En 2006. D'accord. Donc, jusqu'à aujourd'hui, vous avez juste changé de lieu, mais. Voilà, c'est ça. Okay. Exactement. Ouais, c'est. Comme effectivement, elle existe depuis 2006 et après, à part en gros, le changement de lieu et la période Covid, elle continue depuis. Et là, aujourd'hui, c'est au Café Oz Rooftop, à la Cité de la Mode, dans le 13e. Et c'est dans une formule un peu différente parce que c'est tous les dimanches, toute l'année. Pourquoi tous les dimanches? Parce que, l'idée, c'était vraiment... Je voulais changer de format, en fait. Je voulais pas faire qu'une soirée. Je voulais qu'il y ait une partie l'après-midi, en tout cas qui commence dans l'après-midi, y compris donner la possibilité à des gens de venir en famille avec des enfants et tout, et notamment quand c'est le printemps et l'été, parce que là-bas c'est une énorme terrasse, hein, c'est un rooftop qui fait 2000 m², je sais pas si c'est encore le cas, mais à la base c'est le plus grand rooftop d'Europe, et donc il y a beaucoup d'espace extérieur, il y a 2 clubs intérieurs, il y a toute une terrasse autour. Et du coup, je voulais effectivement donner la possibilité, parce qu'on sait justement qu'on avait un public qui était un peu plus âgé, qui avait des enfants, et les gens ne peuvent pas sortir. Du coup, c'était aussi la possibilité de faire ça. Il se trouve que maintenant, c'est vrai que ça... En été, on commence à 16h, on finit à 5h, et en hiver, on commence à 17h, on finit à 5h. Donc il y a aussi une partie soirée clubbing, vraiment. Et il y a une première partie qui est beaucoup plus cool, d'ailleurs sur laquelle on fait maintenant d'autres... animations en tout cas du contenu, notamment un comedy club une fois par mois. Là, on va refaire du live. Alors justement, ça rejoignait alors c'est refaire du live, mais c'est dans une formule complètement différente. Il n'y a pas de musicien, c'est un artiste qui vient faire des reprises. En général, il y en aura 2-3 artistes, pas plus. Et c'est pendant 1 heure. C'est pas quelque chose qui prend... une grosse partie dans la soirée, mais voilà, on met des choses en place comme ça. On a mis en place un karaoké, c'est un truc auquel on pense depuis longtemps, mais on voulait une formule qui soit originale, parce que des karaokés, il y en a beaucoup. Ouais. Mais on voulait une formule qui fasse participer un peu tout le monde et qui soit animée vraiment. Donc on a Yo, OBG et le Bougarno, qui sont des animateurs de génération, qui animent ils animent aussi d'autres choses, on fait des quiz, des blind tests, le karaoké, mais en fait l'idée c'est vraiment de faire participer tout le monde, pas seulement que les gens se retrouvent devant un écran à chanter et que les autres les regardent, tu vois. Non, le but c'est de faire participer tout le monde, et on n'utilise pas des versions karaoké, on utilise les versions d'origine,
Mais aujourd'hui, on a la possibilité de cutter les voix, tu sais, sur les instrus et tout. Et donc, ça permet de mélanger le morceau original, plus les gens qui chantent, plus... Enfin, tu vois, c'est vraiment un truc comme ça. Et puis, tu as des gens, effectivement, par contre, des fois, qui, voilà, comme ils maîtrisent beaucoup plus le truc, qui prennent le micro, qui chantent, qui font le morceau en entier, machin, et tout le monde participe. Donc, ça, c'est vraiment cool. Mais du coup, voilà. Pourquoi donc, le dimanche? Et aussi parce que j'ai anticipé l'été et le printemps. Avec la grande terrasse. Et du coup, avoir un événement le dimanche en été au printemps, c'est en extérieur, c'est vraiment une. Mais juste, tu dis dimanche 17h à 5h du matin? Ouais. T'as des gens qui restent jusqu'à 5h? Oui, t'as des gens qui restent jusqu'à 5h. Et qui bossent après? Alors, il y a des gens qui bossent et il y a des gens qui bossent peut-être pas le lundi. T'as des gens qui bossent mais qui s'en foutent, qui partent. Ah oui, il y a de tout. Tu sais, en plus, c'est à chaque fois la même chose. Tu vois, t'as les gens qui viennent et qui veulent partir tôt et en fait qui restent parce que le son, il est bon. kiffe. Donc, tu connais quand tu vas en soirée et que tu dis, ah, mais les gars, je voulais partir, mais là, je peux pas, tu vois. Donc, c'est ça. Effectivement, il y a des gens qui restent jusqu'à 5h. Okay. Alors, je te cache pas qu'en hiver, c'est plus calme à partir de 3h du matin. Mais le reste du temps. Et alors, en été, effectivement, les gens, je pense que même s'ils bossent, ils en ont rien à foutre de partir à 5h. S'ils partent direct au taf, comme il fait beau, c'est pas. Je vois. Et l'affluence, elle est importante. Tu peux jauger à peu près? Alors, oui, ça dépend des périodes de l'année. Là, on fait, par exemple, le dimanche en hiver, on fait des fois entre 500 et sur des plus grosses 800 personnes. C'est quand même beaucoup. Mais par contre, à partir du printemps, on est autour de 2000 personnes en moyenne et on a eu des pics à plus de 4000. Ok. Ouais. Ok. Et l'entrée, elle a combien? Alors, l'entrée, elle est à 20 €. Ok. Elle est à 20 € et en hiver, c'est à partir de 21h, ce qui veut dire que c'est gratuit de 17h à 21h. Et en été, c'est à partir de 20h. Et du coup, c'est gratuit de 16h à 20h. Ok. Donc, il y a des gens qui, s'ils rentrent par exemple à 16h, ils peuvent rester jusqu'à 5h, ce sera gratuit. Ah oui, bien sûr. Okay. T'as pas à ressortir. non, les gens qui viennent, ils restent. Ils peuvent rester, ils peuvent faire 16h, 5h s'ils veulent. C'est pas un problème. Ok. Et ça a l'air de bien te plaire, en tout cas, le fait que tu as organisé ça, que ça marche. Ouais, je suis content parce que tu sais ce que je te disais par rapport à toute cette période et tout. En fait, du coup, j'ai eu l'opportunité, on m'avait contacté pour... j'étais en contact avec une personne au Café Ose, qui est la personne qui s'occupe de la programmation des DJ, etc. Et en fait, comme ils voulaient ouvrir à des organisateurs, chose qu'ils font pas, parce qu'ils n'ont pas d'organisateurs sur les autres jours. Et du coup, ils m'ont contacté parce que Back to Basics, ça leur convenait, en fait. Le public un peu plus âgé, qui est tranquille... comment dire, et ce style de musique et tout, ça pouvait se marier aussi avec éventuellement le public qu'ils ont eux au Café Ose. Donc c'était un peu l'idée de base et du coup ils m'ont proposé et on s'est entendu là-dessus. Donc c'est parti. Et effectivement, oui, ça a permis de réinstaller Back to Basics et de comment dire, et notamment sur les réseaux sociaux aussi, comme je te disais. C'est vrai que on est reparti. L'Instagram, il était inexistant et il y avait 400 personnes et encore c'était même pas spécifiquement le public Back to Basics, c'était les gens qui avaient... Mais du coup, là, ouais, en 2 ans, on a 23 000. Donc, ouais, il y a eu un gros boulot. J'ai fait un gros boulot sur la communication et sur... Mais il y a un ensemble de choses. Il y a tout ce qu'on a fait autour. Tu vois, on a fait des défilés. On fait des collaborations avec des marques. Quand je parlais du merchandising tout à l'heure, du coup, on a fait des collabs avec des marques. Donc, on a fait des t-shirts, on a fait des maillots de basket, parce que le basket, c'est aussi l'ADN de la soirée. Les sports américains et tout ça. Donc, voilà, on a fait... Quelle marque? Alors, on a travaillé avec... alors, on a fait un défilé avec Mitchell & Ness. Après, on a fait les collabs sur les vêtements. On a fait avec une marque qui s'appelle Dahomey. Ok, je connais. Qui est un pote à moi, Sergio qui s'en occupe, qui l'a créé. Ensuite, il y a Cashville aussi, je sais pas si ça te parle. En fait, c'est une chaîne de magasins, il y a quelques magasins, plus un site internet. C'est un peu les Snipes dans le même genre. Tu vois, avec... du coup, ils vendent pas mal de choses, que ce soit des casquettes New Era, des trucs Dickies, des trucs Karl Kani... voilà, toutes ces marques-là. Et d'autres marques françaises comme Projet X Paris, etc. Tu vois, ils bossent avec eux. Et du coup, en plus, c'est lui du coup qui fait la fabrication de des t-shirts ou de ce qu'on fait, tout ce qu'on fait.
Euh, et voilà, après, je te dis, on a fait pas mal de. Qu'est-ce qu'on a fait? Effectivement, on a fait des défilés. On a travaillé avec des créateurs, différents créateurs. On a fait. Ouais, c'est un truc, même d'ailleurs, c'est quelque chose que moi j'aimerais développer. En plus, vu le lieu, c'est la Cité de la Mode. Donc vraiment, peut-être une fois par an, organiser un gros défilé, mais vraiment un truc plus important. Là, c'était entre guillemets des animations, ça fait partie de la soirée et tout, mais vraiment en créer un qui soit vraiment. C'est un projet que tu vises. Ça fait partie des choses que j'ai envie de faire là-bas. Ok. Mais après, à voir si ça voit le jour. Je voulais le faire pour cette année, mais là, c'est un peu juste. Peut-être tomber pendant la Fashion Week et tout. Là, c'est un peu juste. Je sais pas, on verra. En tout cas. Bah déjà, félicitations pour la soirée, Ouais, Back merci. to Basics, pour le succès qu'il y a. C'est quoi le secret de ta longévité? Euh, Déjà, la passion, je pense, parce que c'est vrai que ça. Et je suis très impliqué dans ce que je fais, en fait. C'est-à-dire que, par exemple, tu vois, l'événement, en fait, il a tellement une image que ce soit au niveau visuel, tu vois, du coup. C'est ça aussi, tu vois. Côté visuel, le côté musical aussi. Parce qu'on dit soirée, on va dire, entre guillemets, old school, tu vois. Mais le problème, c'est que c'est pas la première fois que c'est fait. Il y en a plusieurs qui ont fait ça, tu vois. Mais, euh, mais moi, je me prends beaucoup la tête. On discute beaucoup avec les DJ et tout, pour renouveler, pour vraiment que ça colle à ce que j'imaginais et tout ça. Et ça, je pense que ça joue beaucoup. Et il y a un truc aussi, et finalement, on me le dit, en fait, on me dit que, tu vois, les gens, par exemple, qui connaissent la soirée depuis longtemps, et même les nouvelles personnes qui viennent et qu'on rencontre, en fait, il y a une espèce de vibe qui est particulière liée à la soirée. Ce sont les gens, hein, mais je pense que c'est la musique. Et on me dit souvent que c'est aussi à l'image à mon image. C'est-à-dire, ce que je te disais, tu vois, l'idée, la volonté de réunir les gens. Là, je l'ai fait je voulais le faire en musique, je le fais en faisant des lives, en mettant 25 artistes sur scène. Et je le fais aussi en faisant des soirées et de réunir les gens autour de la musique, autour de tout ça. Tu sais, ça part en plus de base d'un truc tout simple. C'est moi, je me dis, j'ai envie de faire ça. C'est quelque chose qui me plaît. Je pense qu'il va y avoir des gens à qui ça va plaire. Je réponds pas à une demande. Tu Je réponds me à dis toi, c'est juste, pour. voilà, Ouais. j'ai envie de le faire et je vais le faire et je vais me mettre à fond dedans. Et je suis sûr qu'il y a des gens qui vont avoir la même vibe. Et du coup, bah, c'est un peu ce qui se passe. Et ce que disent les gens, parce que finalement, tu vois, on a beaucoup de femmes à l'événement, à près de 70% de public féminin. Et en fait, nous, on n'a pas besoin, on n'a jamais eu besoin comment dire, d'avoir par exemple, ça se fait beaucoup dans les clubs, d'avoir des RP qui te ramènent des groupes de filles, etc., du monde, même de manière générale, du monde, tu vois. Et en fait, non, nous, on n'a pas pareil, tu vois, c'est vrai il y a plein de soirées où, tu sais, quand tu discutes, même les meufs, elles ont l'habitude de te dire, ouais, mais elles payent pas, tu vois, quand elles vont en soirée, tout ça, machin. C'est commun, hein, mais nous, c'est pas le cas. En fait, du coup, les meufs, elles viennent à la soirée, c'est qu'elles ont envie d'y être, même si elles doivent payer ou pas, peu importe, ça dépend, comme on disait, à l'horaire à laquelle elles arrivent. Mais les gens qui viennent, ils ont vraiment envie d'être là, surtout le dimanche, encore plus, tu vois. D'ailleurs, quand tu disais, surtout quand tu veux rester jusqu'à 5 heures. Donc, c'est encore plus représentatif, hein, le fait d'être là le dimanche et que les gens viennent, c'est qu'ils ont vraiment envie d'être là. Et on a, du coup, que je te parlais des femmes, en fait, parce que c'est important, parce que finalement, c'est comment dire, déjà, ça veut dire que c'est une soirée où elles se sentent en sécurité. Ouais. On n'a pas des mecs relous toute la soirée. Il n'y a pas des gars qui viennent saouler les filles toute la soirée. On n'a pas ça. Et du coup, ça rend tout le monde un peu plus ouvert. C'est-à-dire que les mecs sont pas relous. Les filles sont plus ouvertes à discuter, juste à discuter, tu vois. Et du coup, ça crée beaucoup plus d'interaction. C'est-à-dire que tu as beaucoup de soirées où les gens restent un peu en groupe, chacun dans leur coin. Et là, il y a beaucoup de gens qui se rencontrent. Nous, on a des gens, tu sais, moi, depuis que je fais ça, il y a des gens qui sont mariés, il y a des gens qui ont eu des enfants et qui se sont rencontrés à Back to Basic, tu vois. Et même là, c'est marrant parce qu'on fait une édition 2 fois là par an pour l'instant, qui est une édition avec des bracelets, c'est pour les célibataires et tout ça, tu vois. C'est parti au départ en espèce de contre Saint-Valentin, tu vois, à ce moment-là, au mois de février. Et en fait, c'est une édition qui marche grave. Et moi, j'ai déjà des gens là qui m'ont contacté pour éventuellement faire venir en fait faire une partie en tout cas de leur fête pour leur mariage, Ah ouais. tu vois. Et ils se sont rencontrés à la soirée.
Magnifique. Et du coup, depuis toutes ces années, il y en a beaucoup. Et c'est vrai que c'est un truc propice à ça. C'est-à-dire que les gens peuvent se rencontrer. Tu as des gens, en fait, qui se connaissaient pas au début, qui sont en groupe de potes maintenant, tu vois, qui se connaissent après. Et c'est une soirée qui est très propice à ça, mais c'est parce qu'il y a un certain état d'esprit. Et après, effectivement, il y a le côté où je me prends beaucoup la tête. C'est vrai que je me prends beaucoup la tête sur les détails. C'est ton bébé, on va dire. C'est ça, exactement. Et d'ailleurs, t'es pas tout seul dans Back to Basics. T'as des associés ou... Alors, je suis tout seul avec la société Back to Basic. Ok. Sur l'événement, par contre, j'ai un ami à moi qui est mon associé sur cette soirée-là, qui travaille avec moi, qui s'occupe plus du coup de... Comment dire? Il est avec moi, c'est... Bon, on est... comment dire? Les gens ont l'habitude de nous voir ensemble parce qu'on a organisé un événement et des événements ensemble avant. Et moi, je pouvais pas être tout seul sur ce truc-là parce que c'est trop de boulot. Vu la surface et vu toute l'année, déjà, je m'occupe de tout ce qui est la direction artistique et tout ça, la programmation des événements, tout ça. Donc ouais, qui s'appelle Tony, qui est avec moi sur l'événement tous les dimanches, et c'est tout. Ok. Après, il y avait forcément les DJ. Puis, je t'avais parlé de Johan et Arnaud, qui animent certaines choses avec, sur le dimanche, les quiz, les blind tests, le karaoké, etc. Mais sinon, sur l'organisation, en gros, je suis quasiment tout seul. Dans le sens où Tony bosse avec moi c'est lui qui fait le planning des DJ, etc. Et après, par contre, le jour J, on est tous les deux pour gérer l'événement, en fait. Voilà. Ok, très très bien. Comment tu perçois le public nouvelle génération par rapport à ta génération à toi? Alors honnêtement, je sais pas si ça a changé. Hein. Je pense pas que ce soit une question de génération. Je pense que c'est une question d'état d'esprit. Aujourd'hui, ça s'est beaucoup renouvelé. Du coup, on a des jeunes qui sont là. Donc, en fait, c'est vrai que le public là, de Back to Basic, il y a ça aussi qui joue. C'est que tu as des gens qui ont 50 ans, pour les plus anciens, et tu as des gens qui ont une vingtaine d'années. Donc, il y a un gap énorme, mais tout le monde s'entend et tout le monde est dans le même délire. Du coup, on sait aussi que par rapport à ça, la soirée, elle attire un certain type de public plus jeune. C'est pas le public de club. Par exemple, on n'a pas du tout, nous, le même public, même pour les plus jeunes, que le vendredi et samedi au Café Oz, ou dans les clubs de manière générale. C'est pas du tout la même. C'est pas du tout la même mentalité. Donc ça se marie très bien. Donc, moi, si je prends ça comme exemple, je vois pas de différence. Mais je sais que après, voilà, c'est pour ça que je te disais que c'est pas forcément une question de génération. C'est une question de genre de personnes, de ce qu'ils recherchent. Tu vois, nous, on a des jeunes on sait que les jeunes boivent beaucoup, il y a souvent des problèmes dans les clubs parce que justement, voilà, les plus jeunes ne boivent pas forcément avec modération. Donc ça crée forcément des situations. Je sais que c'est plus compliqué pour les clubs les vendredis, samedis, par exemple, mais notamment même au Café Oz, que nous, le dimanche, tu vois. Nous, on a un public qui est très cool. On n'a pas de problème de genre. Quand ça arrive, on sait que ce sont des gens qui ont atterri là un peu par hasard. Donc je ne saurais pas te dire, en fait, entre l'époque et aujourd'hui. Et tu dirais que les jeunes, ils connaissent leurs classiques quand ils Oui, viennent? il y en a. Mais en fait, la plupart du temps, c'est que les jeunes qui viennent sont des jeunes qui ont soit des parents qui ont connu cette époque. Nous, on a même carrément des gens qui sont venus avec leurs enfants, qui ont une vingtaine d'années, pour les plus vieux, tu vois. Et du coup, les jeunes reviennent tout seuls après, tu vois. Mais effectivement, ils ont grandi dans ce truc-là. Du coup, c'est ce qu'ils cherchent quand ils viennent là. La transmission. Exactement. Et quelles ont été les rencontres, les événements marquants, les plus mémorables pour toi, durant toute ton épopée depuis... On a commencé en 2001, c'est ça? Ah, les événements les plus marquants, les plus mémorables. Au moins un. Qu'est-ce que je pourrais te dire? Ben, on avait parlé en dehors comment dire, de l'album de Gage que j'ai produit avec Soulissime.
et le concert au Bataclan. Et c'est vrai que... Alors, c'était avant hein, les attentats et tout ça. Hein. Donc, comment dire c'est vrai que ça avait une vibe particulière et ça m'a marqué parce que je sais pas, il y avait une certaine énergie et puis le fait de faire un... Alors je te dis, c'est pas dans le nombre hein, parce que tu fais plus de 1000 personnes, mais comme je te dis, voilà, les événements, même au Bizarre, sur toute la soirée, on avait 1200 personnes, tu vois. Mais, ou même le truc au Club Med World dont je t'ai parlé, c'est une salle qui fait plus de 1000 personnes aussi, donc c'est pareil, c'est pas... ça, c'est vrai que c'est un truc qui m'avait quand même marqué parce que c'était beaucoup de travail en amont pour organiser cet événement, faire en sorte que les gens viennent. Et puis il y avait tout ce qu'il y avait autour, hein. Il y avait le travail autour de l'album et tout, le fait de faire revenir Gage sur le devant de la scène, etc. Donc c'est vrai que voilà, il y a eu tout ça. Donc c'était un peu une comment on appelle ça Un défi. Ouais, un défi, mais c'était surtout comment dire pas une finalité, mais une Consécration. consécration, ouais, je sais pas, ouais, entre les deux en tout cas. J'ai perdu le mot, mais c'est un peu dans cet esprit-là, tu vois. Et du coup, voilà, ça m'a marqué. Après, franchement, je sais pas, je vais paraître blasé, mais C'est déjà pas mal. en fait, tu sais quoi, moi, le truc, c'est que concrètement, et c'est ce que je dis aux gens, c'est que en fait, j'ai tellement d'idées et de projets et de choses que j'ai envie de réaliser et je suis tellement loin du compte qu'en fait j'avance. Tu vois ce que je veux dire? Je suis toujours dans le prochain truc en fait. T'es pas dans dans la Alors je rétro. sais qu'on me dit aussi qu'il faut profiter de ce qu'on a fait, ce qu'on a Ouais, bien sûr. réalisé et tout. Alors bah, j'ai eu le temps avec le Covid, tu vois, de me poser et de me dire aussi, bon bah j'ai quand même fait ci, ça, etc. Mais c'est vrai que je suis tellement dans... toujours à vouloir faire des nouvelles choses que finalement... je suis pas dans ce que j'ai fait. Ce que j'ai fait, c'est cool. Et j'en suis très content. Mais je suis loin du compte de ce que j'ai envie de réaliser, en fait. Je vois. Et ton autre passion, c'est le basket. Ouais. Est-ce que tu as pensé justement à organiser un événement dans cette discipline-là? Oui, ça fait justement partie de la suite Ok. pour moi. Puisque, comment dire, là, concrètement, je suis en train de me poser la question, est-ce que je continue en dehors de Back to Basic de la soirée en elle-même hein, j'ai plus trop envie d'organiser d'autres soirées. Mhm. C'est aussi pour ça que je fais que ça actuellement comme événement. Par contre, j'ai envie de me tourner effectivement vers les événements sportifs, notamment, donc surtout par rapport au basket. Euh, et oui, oui, c'est prévu. Je suis en train de travailler là-dessus, en fait. Ok. Sur les concepts, sur trouver la bonne idée, le bon format. Bon, parce que voilà, les tournois, ça existe, il y en a déjà plein. Et un tournoi qui marche très très bien et qui est le plus connu, c'est le K54. Mhm. Voilà, il y en a plein d'autres. Mais donc, je me vois pas faire un truc du même genre, ça sert à rien. Donc voilà, faudrait que j'apporte ma pierre à l'édifice et quelque chose d'original. Donc je suis en train de bosser là-dessus, et notamment sur un gros projet par rapport à ça, mais ça j'en parle pas parce que Bah oui. on est qu'au début, et puis en plus, comment dire, voilà, effectivement ça fait partie des choses, Ouais. quand t'es qu'au début d'un truc, vaut mieux C'est- éviter d'en parler parce qu'il y a des gens qui peuvent aller plus vite que toi. Et donc voilà. Donc ouais, c'est effectivement ce que je veux faire. je, Ouais. je vois. Là, Gabi, c'est la rubrique lecture. Tu lis un petit peu? Pas beaucoup. Ouais, Pas ok. beaucoup, pour pas dire plus du tout, en vrai. Je vais pas te mentir, je C'est t'avoue que... c'est pas, t'inquiète, c'est pas grave. Juste, je sais pas si tu as vu l'an Attends. dernier, il y a eu un livre qui est sorti sur le R&B français, écrit par Roda Chokokam, Sensitive, ça s'appelle. Non. Justement, qu'est-ce que tu penses du R&B français, le fait que ce soit une niche? Parce qu'elle a écrit vraiment sur l'épopée, en fait, quand ça a commencé, jusqu'à nos jours, on va dire. Tu penses quoi du R&B français, toi? Comment dire? En fait, c'est compliqué parce que c'est ce que je te disais tout à l'heure, tu vois. Ma vision du R&B à moi, elle est pas forcément celle qu'on a en France, tu vois. Même y compris des artistes qui se disent R&B, tu vois. Alors encore moins aujourd'hui, hein, parce que pour le coup, j'ai un peu de mal avec ça. Parce qu'il y a beaucoup de... Comment dire? C'est très mélangé aujourd'hui, tu vois. Il y a un peu de variété, il y a un peu... euh,
Donc le R&B à l'état actuel, moi, j'en connais pas vraiment. Mhm. Si, je connais juste une artiste actuellement. Ah si, il y a un artiste qui s'appelle Erwan, qui fait du R&B. Après, voilà, pas très connu, mais qui, en tout cas, écrit aussi pour d'autres, si je me trompe pas. Il y a une artiste que j'aime beaucoup, qui a une vraie voix R&B, parce que c'est ça aussi qui compte, c'est la voix. Tu vois, aux États-Unis, par exemple, et notamment, en fait, les gens sont répertoriés par voix, tu vois, pour le style musical aussi. Euh, et du coup, c'est pour ça que, par exemple, on peut pas dire qu'un artiste comme Justin Timberlake est un artiste R&B, alors qu'il a fait du R&B musicalement, mais il a une voix plutôt pop. Donc, il est catégorisé dans la pop. Euh, et en France, il y a une artiste que moi je connais du coup de l'époque, déjà, d'il y a un moment, qui s'appelle Modelka, et qui elle a une voix vraiment R&B. Alors après, aujourd'hui, elle fait un espèce de mix entre un peu de musique afro. Alors, il y a certains trucs que j'aime bien. Chez elle, après, c'est vrai que du coup, ça fait partie justement de ce que je te disais tout à l'heure. Il y a beaucoup trop de mélange pour moi et on tire vers des choses qui ne sont pas forcément ce qui me plaît. Mais elle a vraiment du talent et elle fait des morceaux, en tout cas certains morceaux R&B, et qui sont vraiment du R&B. Après, par rapport, je pense qu'il y a eu une époque R&B en France, hein, comme quand il y a eu le rap dans les années même 90 et tout ça. Après, j'ai du mal, en fait, aujourd'hui à te dire, ouais, je vais te citer un artiste R&B, tu vois. Ouais. Même d'il y a quelques années, hein, même dans les années 2000, etc. En tout cas, comme moi, je l'entends, tu vois. Je comprends. Et c'est vrai qu'en plus, c'est pas forcément... parce que voilà, hein, les artistes font ce qu'ils aiment et tout, et je respecte ça. Hein. Moi, c'est vraiment une question d'affinité avec la Bah musique, ouais, bien sûr. surtout. Donc voilà. Bien sûr. Après, moi, j'ai eu des artistes avec lesquels j'ai bossé, hein, qui faisaient du R&B, soul R&B et tout ça, surtout notamment par rapport au concert, parce que c'est ce que je te dis, ce que je faisais. Ah, il y a Monsieur Nov, si, pour le coup, voilà. Monsieur Nov qui est vraiment fait du R&B. Ça, c'est une certitude. Est-ce que tu pourrais me citer 3 livres à recommander 3 livres à Ouais. recommander qui t'ont marqué et que tu pourrais recommander aux gens? Alors, Numéro 1. alors, je me souviens même plus qui l'a écrit. Non, tu peux Mais il y dire. a une série qui a été tirée de ce bouquin, c'est American Gods. Je sais pas si ça te parle. Non, ça me parle pas. C'est une série très spéciale en fait sur l'Amérique moderne et sur les dieux et les nouveaux dieux. Ils ont appelé ça, tu vois, dans le sens où, comment dire, euh, aujourd'hui les médias, ce genre de choses, tu vois. Et qui sont presque effectivement, comment dire, ils ont catégorisé, enfin eux ils ont mis ça comme Dieu, les dieux d'aujourd'hui, parce que ce sont eux qui font le monde en fait. Donc il y a les médias, il y a quoi d'autre, il y a les finances, enfin bref, il y a tous ces trucs là. Et c'est très mystique. Donc ça c'est un bouquin ouais, Que tu recommandes. en fait je l'ai lu après avoir vu la série. D'accord. Parce que vraiment, la série m'avait marqué. Et en plus, je voulais, comme c'était été, il y a des saisons, du coup, je voulais voir la suite avant Comme c'est tiré d'un bouquin, je voulais voir. Donc, j'ai pris le livre. Et la série, d'ailleurs, s'est arrêtée, je crois. Ok. Au bout de 3 saisons. Numéro. Ouais, vas-y. Non, mais en fait, j'allais rebondir sur ce que tu disais. Mais c'est vrai que, franchement, en fait, j'avoue que je ne lis pas énormément, en fait. Et te donner des titres de bouquins comme ça. C'est déjà. Si t'en as déjà juste un, c'est déjà pas mal. Ouais, à tort, hein, je devrais lire plus. On sait que lire, c'est important. Moi, je suis plus dans comment dire, j'aime pas être passif, même là-dedans. Je préfère écrire, tu vois, par exemple. Tu devrais écrire. Franchement, en fait, j'aime beaucoup écrire. C'est pour ça que d'ailleurs que comment dire, que j'ai commencé par le rap, parce que j'aimais bien écrire. Et malheureusement, même ça, je le fais que ponctuellement.
Ça me revient toujours à la musique. J'ai toujours besoin d'exprimer des fois des choses, du coup j'écris, tu vois. Après, me voir écrire un bouquin, en fait, comment dire, faut avoir la. Tu sais, c'est un métier parce il faut une structure, tu vois. Il faut Après, une il y, façon en- il y en il y en a, ils se font écrire leur livre. Hein. Tu sais, il y a le nom avec. Oui, mais dans ces cas-là, c'est par exemple, tu racontes ta vie. Moi, ma vie, elle est pas assez intéressante pour être dans un bouquin. Mais par contre, En tout cas, au niveau de la musique, t'as eu 1000 vies, hein, de ce qu'on a entendu. oui, c'est vrai, mais bon, c'est comment dire. Après, comme je te dis, bah, tu vois, par exemple, ça fait partie de ce que je te disais tout à l'heure. Quand je te disais que, en fait, je n'avais pas des choses qui m'avaient rendu marqué autant que ça, parce qu'en fait, je suis déjà dans ce que je veux faire par la suite. Et ben, de la même façon que j'estime n'avoir rien fait, en fait. Tu vois? Parce que, je t'ai dit, je suis loin de ce que j'ai envie de faire. Et après, c'est bête, hein, parce que je pense que de toute façon, j'arriverai jamais au bout de ce que j'ai envie de faire. À un moment donné, je vais mourir. Ouais, Hein, parce que comme tu as dit, tu as, comme tout le monde. des idées. Donc, à mon avis, le fait d'avoir perpétuellement des Oui, idées bah fait oui, que forcément. tu es un internel insatisfait. Bah oui, c'est ça. Donc, Ok. mais ceci dit, c'est bien parce que c'est vrai que ça booste en fait hein, dans la Ouais. vie. Ça te permet d'être toujours actif, de toujours penser à des choses. Et même, c'est même très pratique quand tu as des périodes de ta vie qui sont difficiles parce que finalement, tu rebondis en fait. Et tu rebondis parce que tu as toujours des choses qui t'attirent et qui ont envie tu vois, d'être réalisées. Tu vois. Ouais. Donc, non, mais c'est déjà bien. Un livre, c'est déjà bien. Sache que ici, la tradition, c'est que l'autre, il repart avec un livre. D'accord. Donc, j'ai un livre pour toi. J'espère que tu ne l'as pas déjà. Bah, vu ce que je viens de te dire, je pense pas. Ah, c'est possible, hein. Tiens. Tu l'ouvres devant la caméra et tu lis le titre, s'il te plaît. Merci. Si tu l'as pas, ça devrait te plaire. Non, j'ai pas. Très très cool. Bah du coup, tu vois, tu vas me donner envie de lire. Prodigy, My Infamous Life. Voilà. Ouais, Mobb Deep, un groupe qui m'a marqué aussi. Bah, en tant que rappeur, forcément. Après, bon, je me suis dit, tu lis en anglais vu que tu reçois des artistes américains, tout ça. Ouais, puis ça me fait travailler. Je suis pas bilingue encore complètement. Mais j'avoue que les séries, c'est vrai que finalement, en fait, je suis vraiment, comment dire, dans cette culture tout en étant loin, puisque finalement, c'est pas comme si je passais tu vois, toute mon année ou régulièrement mon temps aux États-Unis, mais en même temps, c'est parce que j'avance sur mes projets, donc. Mais oui, effectivement, oui. En plus, c'est très bien de lire en anglais. Pour travailler ton anglais, c'est très bien. Ouais. C'est pour ça que je regarde toutes mes séries en anglais. Sous-titré ou pas? Sous-titré en VO, en anglais. Si je sous-titre. Comme ça me permet. Parce que c'est vrai que des fois, tu regardes j'avoue que des fois, tu regardes des séries, elles sont tellement complexes que. Des fois, en plus, quand tu regardes des séries tard la nuit, ça devient dur de se concentrer. Exactement. Tu vois. Mais ouais, je fais. D'ailleurs, je suis en train de regarder une très bonne série là. Quel héritage tu voudrais laisser derrière toi? Bah, en fait, c'est pour ça que je travaille sur le gros projet dont je t'ai parlé. Parce que je sais très bien qu'en termes de soirée. Ça y est. Mais non, mais c'est pas ça. Mais qu'est-ce que tu vas laisser une soirée, même si elle existe encore, les gens ils vont te zapper, tu vois, on s'en fout. Déjà, les soirées, c'est pas ce qui. Mais bah, déjà, ce que je veux laisser comme héritage, non, c'est vraiment ça. Le projet là sur lequel je suis en train de travailler, comme je t'ai dit, un gros truc. Parce que ça, c'est un truc qui va perdurer. Si ça perdure, voilà, je resterai le fondateur. Après, j'ai un fils. Donc, je veux. J'essaye en tout cas de lui léguer cette. Bah, déjà, la passion. Il a c'est un peu plus compliqué pour lui. Pour autant, il aime les mêmes choses que moi. Il écoute de la musique. Il joue même du piano. Il joue au basket. Donc voilà, il a un peu les mêmes passions que moi, mais pour l'instant, il n'arrive pas à voir que ça peut être quelque chose qui peut.
qu'il peut faire dans la vie, ou alors il peut le voir puisqu'il le voit à travers moi, mais d'un autre côté, il a peut-être pas forcément envie de faire la même chose que moi, ce que je comprends. Et encore moins de faire des soirées. Je dirais pas d'aller faire des soirées, franchement. C'est très cool, mais franchement, voilà, il y a d'autres choses mieux à faire. Donc ouais, et après, en fait, je te parlais de la culture. C'est vrai que c'est important pour moi et que j'essaye de léguer ça, par contre, tu vois, et de faire perdurer. C'est pour ça que je reste dans mon domaine et que j'ai pas voulu. Voilà, aujourd'hui, je pourrais très bien me dire, j'organise des soirées et je fais juste ce qui marche, en fait. Mais ça m'intéresse pas. J'ai besoin de continuer à faire perdurer les choses et tout, tu vois. Et donc ça, et puis dans le basket, effectivement, j'aime bien, tu vois, les transmissions de tout à l'heure, j'aime beaucoup ça. Donc je travaille toujours dans ce sens, en fait, que ce soit pour la culture, pour la musique, pour le basket, là, en l'occurrence. Donc, j'ai envie de bosser sur des trucs... Aujourd'hui, j'ai envie de bosser sur des trucs plus familiaux, en fait. Tu vois, réunir un peu toutes les générations. T'as d'autres passions, mis à part la musique et le basket? La musculation. C'est mon quotidien. Ok. Donc... Ben, ça se voit. Donc voilà, ça c'est un truc, effectivement, ça fait longtemps que je fais ça. J'ai commencé justement en faisant du basket pour m'étoffer un petit peu, parce qu'à la base, je suis très mince. Et donc voilà, et maintenant c'est vrai que c'est un truc... mais ça reste, comment dire, je me vois pas faire quoi que ce soit là-dedans, en fait. Okay. C'est plus un besoin personnel. Ok. Et la dernière question, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? De réaliser tous mes projets. C'est tout le mal qu'on te souhaite, en tout cas. C'était Cosmonautes, l'émission qui prône la vulgarisation et la transmission pour l'élévation, en espérant que vous avez appris des choses et éventuellement sur vous-même. Prenez soin de vous et des vôtres. À très bientôt. À bientôt.